Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui, figurez-vous. J'avais envie de filmer un petit peu toute cette semaine, ce qui allait se passer. Il va pas se passer grand chose, c'est plutôt que j'avais plein de petites choses à vous montrer, des petites choses sympas et que je peux pas forcément caser dans une vidéo à part. Donc voilà, ce genre de petit vlog un petit peu toute la semaine, ça me permet de vous montrer toutes ces petites choses. Et puis j'ai l'impression que ça vous plaît un petit peu, ces vlogs que j'appelle les vlogs à l'arrache, parce que ça aborde tout un tas de sujets, j'allume la caméra quand j'y pense pour vous montrer un truc. J'ai l'impression que cette spontanéité vous plaît, donc écoutez, moi ça me plaît bien que vous aimiez bien la spontanéité, donc on va garder ça. Aujourd'hui nous sommes lundi après-midi même, je suis toute seule parce que David est parti à vélo pour un périple d'1h30 pour aller dans la grande ville la plus proche, là on est au Portugal, pour aller refaire son passeport portugais, puisque son passeport est périmé. Donc il est parti à vélo, vu que Willy est chez le garagiste. Vous savez qu'à terme on veut rouler à l'huile de friture recyclée, et pour ça en fait, je vais pas vous expliquer tout ça dans les détails, il faudrait que mon ingénieur de service, aka David, soit là pour vous expliquer tout ça, mais on a besoin, disons que le circuit de refroidissement soit opérationnel, et y a un petit truc qui couac et qui fait que on ne peut pas modifier entièrement pour l'instant le circuit pour le transformer pour que Willy puisse rouler à l'huile de friture recyclée. Donc voilà pourquoi Willy est chez le garagiste en ce moment, c'est pour régler ce petit truc. David se sentait pas forcément de le faire tout seul, ce que je peux comprendre, vous vous en doutez. Donc là pour l'instant on se retrouve dans un petit village paumé au milieu des montagnes au Portugal comme d'habitude. Heureusement on a nos deux vélos et il faut tout faire à vélo. Et donc là David avait pris un rendez-vous il y a plusieurs semaines maintenant pour renouveler son passeport. Et voilà, il y va à vélo, c'est comme ça. Du coup ce matin il m'a missionné pour lui couper les cheveux. C'est la deuxième fois pour moi que je lui coupe les cheveux. Le pauvre, j'ai toujours refusé, ce qui fait que même quand on était en voyage autour du monde, il s'est retrouvé à se faire couper les cheveux dans des boui-boui, pas possible. On se demandait vraiment si les coiffeurs avaient des diplômes vu la coupe avec laquelle ils ressortaient. Mais je sais pas, je me sentais pas très confiante là-dessus. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui est très confiance en elle de manière générale avec tout ce qui est faire avec ses mains. Je suis pas quelqu'un de très manuel, même si, vous savez quoi, il paraît que les neurosciences montrent qu'on ne peut pas dire je ne suis pas quelqu'un de nature très manuel par exemple, parce que tout s'acquiert et nos neurones ils sont capables de se connecter de façon à devenir une personne tout à fait manuelle. Donc voilà, c'est juste que aujourd'hui, en 2022, je ne suis pas quelqu'un qui a encore trop développé ma capacité manuelle, on va plus dire ça comme ça. Ce qui fait que j'ai pas une très grande confiance en moi dans tout ça, et donc j'ai refusé pendant des années et des années de lui couper les cheveux. Bon, sinon vous êtes en train de me voir galérer avec la CC crème de chez Madara parce qu'elle est bientôt terminée. J'aimerais bien me maquiller un petit peu là avec vous en attendant que David revienne. Ah punaise, je sais pas si je vais en avoir assez. J'ai essayé pour la première fois il y a genre 6 mois de lui couper les cheveux. J'ai trouvé que je m'en étais plutôt pas mal sortie. Du coup, j'ai gagné en confiance et du coup, là, je lui ai recoupé les cheveux. Et bien en plus. De toute façon, la confiance en soi, ça s'acquiert en faisant. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de gens qui sont doués comme ça à la naissance. La confiance en soi, la pratique, le fait d'être bon, ça s'acquiert en faisant. Donc voilà, je commence par cette réflexion philosophique dès le matin. J'en profite aussi, j'aurais dû en parler dès le départ avant que j'ai ça sur le visage, mais il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sous ma précédente vidéo en me disant « Ah là là, t'as une jolie peau ». Son message disait juste ça, donc j'ai pris ça un petit peu comme... alors évidemment c'est mon interprétation à moi de son message, c'est pas forcément ce qu'elle a voulu dire, mais j'ai pris ça comme un « tu as de la chance, tu as une jolie peau parce que moi non ». Et donc je voulais juste faire un petit message public pour vous dire que non, en ce moment j'ai vraiment une peau pourrie, ça va faire 1 mois et demi, peut-être 2 mois, que ma peau fait une détox de je ne sais quoi, je n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit, parfois il faut pas chercher, mais en tout cas j'ai déclenché une espèce de mini acné. Alors c'est une zone toute petite de mon visage, ok, le reste de ma peau ça va, mais quand même, de ici, au coin de la lèvre, tout ça là en fait, j'ai déclenché une espèce de mini acné, donc tout plein de petits boutons qui laissent des traces évidemment quand ils s'en vont. Quelques petits boutons ici, donc c'est voilà, c'est la zone du menton. Et même si maintenant ça va, je commence à être totalement en paix avec ça, au début,
Ça a été vraiment difficile pour moi. J'étais obnubilée par ça, persuadée que les personnes en face de moi ne voyaient que ça. Je n'ai pas souffert d'acné dans mon adolescence, donc c'est un petit peu la première fois que j'expérimente ça, même si j'ai eu un petit peu d'acné sur le front au moment où j'ai arrêté la pilule, il va y avoir de ça 10 ans peut-être. Ça m'avait fait la même chose, ça m'avait obnubilée de la même façon en pensant que les gens qui me parlaient ne voyaient que ça, ce qui est totalement faux. Mais voilà, là ça me l'a refait, c'est en train de passer parce que ben voilà, la vieillesse avec la sagesse, vous savez, on fait moins attention à ce genre de trucs, mais voilà, juste pour vous dire que ne vous comparez jamais à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou en vidéo, parce que bah déjà la caméra ça floute un peu, là je suis en face d'une fenêtre, et en plus de ça, quand je tourne mes vidéos, enfin là j'ai la CC crème, mais dans la vidéo en question j'avais du fond de teint, donc qui était couvrant. On se rend pas compte vraiment en fait de l'état de la peau des gens en vidéo ou en photo, donc vraiment n'en tirez jamais des conclusions pour vous comparer, ne faites jamais ça. Toujours mon eyeliner de chez Couleur Caramel, hein. Je vais le faire devant le miroir, je sais pas faire devant la caméra. Bon, sinon j'ai vraiment hâte qu'on reparte à la recherche de nos terrains. J'ai hâte qu'on reparte parce que c'est génial de rechercher des terrains, mais j'ai aussi hâte, je l'avoue, de trouver le terrain. Ça c'est mon impatience qui parle. Hier on discutait avec David des différents choix qui s'offraient à nous dans la vie, et on parlait justement d'artisans de demain dont je vous ai déjà parlé ici. C'est un couple de voyageurs, ils font de magnifiques vlogs, de magnifiques vidéos. Et ce que je lui disais, c'était que de les voir, de regarder leurs vidéos, ça me donnait envie de repartir sur les routes. Je lui disais que ça me donnait envie. Mais qu'en même temps, voilà, on était dans cette recherche du terrain au Portugal, etc. Donc plutôt en ce moment dans une mouvance de stabilité, lapsus. Et ce que je lui disais, en fait, c'était que c'était effrayant à quel point on avait le champ libre. En fait, on peut faire tous les choix qu'on veut. C'est-à-dire que là où on en est de notre vie aujourd'hui, comme on l'a pensé, ben on est libre aujourd'hui de faire ce que l'on a envie, c'est-à-dire si on veut continuer à chercher un terrain au Portugal, on peut le faire, mais si on a envie de reprendre le chemin du voyage, on peut le faire aussi. En fait, tout est permis, on a tous les choix de vie à notre disposition, et pour autant, notre vie est évidemment limitée, donc les choix qu'on va faire, ça va être un peu déterminant quelque part. Et c'est terrifiant ça, vous savez, d'être à la croisée du chemin. Je prends à gauche ou je prends à droite, en sachant que le chemin qu'on va emprunter à un moment donné quand même, ça va définir plus ou moins, évidemment, rien n'est déterminé, mais ce qu'on va vivre après. Et ce que je lui disais, c'est qu'on est beaucoup en fait à avoir cette infinité de choix, cette opportunité de choisir ce dont on a envie, mais dans la plupart des cas, les gens se mettent des barrières mentales, c'est-à-dire oui mais je suis dans mon emploi, ça impliquerait que il faut que je démissionne, qu'il faut que je trouve une source de revenus, ça impliquerait que qu'est-ce qu'on va faire des enfants, comment est-ce qu'ils vont faire l'école, etc. Ça implique en fait tout un tas de questions et qui sont en fait quelque part des barrières mentales un petit peu, ou des excuses si on peut dire, mais pas forcément, enfin en tout cas des barrières mentales qui font que non, cette voie-là, elle est pas pour nous, en tout cas pas pour tout de suite. Mais nous en fait on est vraiment à un moment donné de notre vie où c'est terrifiant à quel point on peut prendre tous les chemins, tout nous est autorisé finalement quelque part. C'est extrêmement privilégié, je m'en rends compte. C'est une chance immense de pouvoir choisir sa vie. Mais en même temps, ça fait peur de se tromper. Même si je sais bien qu'au fond, on peut pas se tromper tant qu'on fait de son mieux, tant qu'on profite de chaque instant, qu'on a conscience de ce qu'on fait, de comment on agit, de pourquoi on agit, tant qu'on est entouré des gens qu'on aime, tant qu'on agit avec bienveillance, je pense que on peut pas se tromper, peu importe finalement où on va, ce qu'on fait. On arrivera toujours à trouver de la joie là-dedans. Je suis vraiment intimement persuadée de ça, mais moi j'ai vraiment un problème de toute façon avec le temps qui passe, avec la vie qui se termine à un moment donné, forcément. Franchement, moi il faut pas me mettre une caméra en face parce que ça me donne l'opportunité de parler toute seule, de faire ma propre thérapie. Du coup, ça amène à chaque fois des trucs, punaise, la vidéo n'est pas commencée depuis 10 minutes que ça y est, je suis en train de partir dans des délires. Voilà. Désolée. Voilà pour le mascara. Maintenant, je vais mettre vite fait le petit bronzer RMS avec un blush RMS. Et puis ce sera bon.
En général, ce que je fais d'ailleurs, parce que je vous dis que c'est des blushs, mais en fait ça s'appelle des lip to cheek, donc vous pouvez les mettre à la fois sur les joues et à la fois sur les lèvres, et c'est ce que je fais en général. Ça rend toujours quelque chose d'hyper naturel en fait quand vous avez la même couleur et sur les joues et sur les lèvres, c'est pour ça que c'est top ce genre de système. Mais là, je pense que je vais mettre un vrai rouge pour la photo, parce que c'est avant tout pour ça que je me maquille, pour cette photo, et je vais mettre le rouge de chez Irisé, que je trouve absolument magnifique. Je vais peut-être pas le mettre maintenant, je vais peut-être attendre que David arrive. Bon, remarque, je vais vous montrer. Et voilà. Regardez s'il est pas beau ce rouge. Il est magnifique. Et c'est la marque Irisé. Du coup, je vous laisse là et puis je vous reprends tout à l'heure. Regardez-moi la jolie couleur de ce thé matcha. Thé matcha glacé, hein, évidemment, avec la chaleur qu'il fait. On s'est fait un petit plaisir, on s'est acheté le thé cérémonie de chez Anatae. C'est vraiment un matcha, c'est pas du tout amer. Là-dedans, il n'y a pas du tout de sucre, hein, c'est juste une petite cuillère à café dans la tasse, du lait végétal, et puis c'est tout. Je viens de terminer une petite séance de yoga et là j'étais en train de lire un livre sur le yoga, justement. Yoga, perfectionnement. Je profiterai de ce vlog pour vous montrer un petit peu tous les livres sur le yoga que j'ai achetés récemment, puisque je vous en parlais dans ma précédente vidéo favori. En ce moment, j'ai une espèce d'obsession pour le yoga, donc j'écoute des podcasts sur le yoga, je lis plein de livres. Je sais pas, j'ai envie d'approfondir un petit peu ma pratique, que je fais du yoga toute seule dans mon coin depuis plus de 5 ans. Et c'est seulement maintenant que je commence à me poser des questions et à vouloir surtout apporter un petit peu plus de sens, mettre un petit peu plus de théorie et de philosophie derrière ma pratique. Donc voilà, je m'y mets à peine. J'étais donc tranquillement en train de feuilleter ce bouquin, qui est d'ailleurs super, et voilà sur quoi je tombe. Regardez-moi ces postures. Je crois que celle-ci, c'est la pire. Bon, remarque, celle-là, elle est pas mal aussi. Bon, clairement, le yoga, ce n'est pas que les postures, les asanas, comme on dit en sanskrit. Clairement, c'est beaucoup plus profond que ça, le yoga. Mais voilà, quand on voit ce genre de truc, le chemin est long. Hein, le chemin est long. Et aujourd'hui, vous allez vous dire, c'est très healthy ce qu'on mange, mais on s'est fait un petit yaourt végétal à base d'amandes avec des fraises, des myrtilles bio, un petit peu de granola. Ça va être trop bon. On aime bien manger comme des étudiants le soir, c'est-à-dire voilà, de temps en temps, un yaourt avec un peu de granola, des fruits, et puis on est bien heureux. Et ce soir, on va regarder le reportage sur Orelsan. Ça s'appelle « Montre jamais ça à personne ». J'en ai entendu tellement de bien. Je suppose qu'après ça, on sera obligé d'être fan d'Orelsan, comme le reste de la France. Ah, mince. Comment je vais faire ça, moi? Est-ce que je vais vous mettre du bazar un peu derrière? Hello, nous sommes mardi matin, on a pris le petit déj, fait du yoga et je me suis aperçue, ça y est maintenant j'en suis sûre, que j'ai une intolérance à la caféine, à la théine, etc. Je le soupçonnais depuis déjà plusieurs années, mais ça fait quelques mois que je fais des tests et là, ça y est, je pense que je peux tirer mes conclusions. Je suis complètement intolérante à la caféine, ça me provoque des angoisses, de l'anxiété. Et même, vous savez, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois, ça commence à dater, hein, sur l'énorme crise d'angoisse que j'avais faite en Mongolie. Et en fait, je n'avais pas réussi à mettre de source, à savoir pourquoi ça s'était passé. Et ce jour-là, j'avais pris un café, ça faisait partie des choses que j'avais notées comme étant potentiellement une source d'anxiété. Et en fait, depuis, je fais très régulièrement des tests en buvant des cafés de ci, de là, même en buvant du thé.
Et hier, la tasse de matcha notamment, et ben ça n'a pas loupé. J'ai fait une mini crise d'angoisse. Ça n'a jamais de toute façon rattrapé la crise d'angoisse que j'avais faite en Mongolie, mais parce qu'en fait je sais que c'est de l'angoisse, je sais que c'est de l'anxiété, donc je m'inquiète pas d'avoir une crise d'angoisse. En fait le problème avec la Mongolie, mais je vous l'avais déjà raconté dans cette vidéo là, je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous voulez, c'est que je développais de l'anxiété et comme j'étais inquiète d'avoir de l'anxiété, ben, ça m'inquiétait encore plus et c'était le cercle vicieux. Donc voilà, ça n'a jamais atteint ces niveaux-là, mais par contre voilà, ça me provoque systématiquement ou quasiment systématiquement à chaque fois que je bois du café ou du thé, des palpitations cardiaques, de l'anxiété, donc il faut que je m'en tienne écartée. Voilà pourquoi je bois de la chicorée depuis 2 ans à peu près, parce que j'ai toujours su que le café avait beaucoup d'effets sur moi, ça je l'ai toujours remarqué, mais pas forcément que j'avais une intolérance qui pouvait me provoquer de l'anxiété à ce point-là, quoi. C'est pas rigolo quoi d'avoir une crise d'angoisse. Je voulais vous poser ici devant moi pour vous parler un petit peu des soins solaires que j'utilise, parce que y a quelqu'un qui m'a posé la question sous la dernière vidéo, je crois, et je lui ai dit que j'y répondrais dans ce vlog que je tournais cette semaine. Donc je m'exécute. Je vous avais fait un article assez complet que je vous remettrai pareil dans la barre d'infos sur les produits solaires et les différents enjeux autour de ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un produit solaire, il y a soit un filtre chimique pour donc filtrer les ultraviolets, soit un filtre minéral, soit un filtre végétal. Il y a 3 types de filtres qui existent. Le problème avec la majorité des filtres chimiques, c'est qu'on va souvent retrouver des perturbateurs endocriniens, des substances controversées pouvant être cancérigènes, etc. C'est ce qu'on va retrouver dans les produits en général conventionnels et non certifiés bio. Puisque la certification bio, elle assure en fait que la crème solaire a un filtre minéral. Le filtre minéral, en gros, c'est soit du dioxyde de zinc, soit du dioxyde de titane. Et le problème avec les filtres minéraux, c'est que ils peuvent se trouver sous forme de nanoparticules dans le produit. Il se trouve que le label Biocosmos Organique interdit les nanoparticules, sauf pour les produits solaires. Donc voilà pourquoi il y a la 3e catégorie, que sont les filtres végétaux. Donc on va se servir du pouvoir et des vertus des plantes, des vertus naturelles des plantes pour faire filtre contre les ultraviolets. Donc ça c'est une espèce de loi un petit peu que j'énonce, mais en fait il y a des nuances à apporter pour tout. Par exemple, je sais que les Petits Prodiges, une super petite marque qui fabrique en France, etc., ils viennent de sortir une crème solaire avec un filtre chimique. Donc ils ne peuvent pas être labellisés bio, parce que le label bio interdit les filtres chimiques, mais en revanche, je leur fais confiance, je pense qu'ils ont choisi un filtre qui n'implique pas de perturbateurs endocriniens, pas de substances controversées, etc. Donc voilà, à regarder, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En tout cas, moi j'ai pas testé, mais j'en ai entendu parler. Pour les filtres minéraux qui sont soupçonnés d'avoir des nanoparticules, là encore, il y a de la nuance à apporter, puisque je sais que les laboratoires de Biarritz, Acorel et une autre marque, elles sont 3, elles ont fait des tests en laboratoire pour prouver en fait que, certes, si au départ dans la formulation on met le dioxyde de zinc ou le dioxyde de titane sous forme de nanoparticules, en fait ces nanoparticules elles se retrouvent enrobées et même elles s'agglomèrent, ce qui fait qu'au final, quand on obtient la formulation finale, quand on obtient le produit final, il n'y a plus de nanoparticules dans le produit. Et la 3e nuance à apporter sur les filtres végétaux, c'est compliqué les produits solaires, mais en fait encore une fois il suffit juste d'avoir toutes les informations en main et puis ensuite de choisir ce qui nous plaît le plus et ce vers quoi on a envie d'aller. Donc pour les filtres végétaux, le problème c'est que les laboratoires, vous savez, pour dire qu'un produit est solaire et donc apposer le label SPF 15, SPF 30, SPF 50 par exemple, il faut que le produit contienne une liste de filtres. Donc il y a répertorié des filtres chimiques et des filtres minéraux. Et donc si le produit n'a pas soit des filtres chimiques, soit des filtres minéraux répertoriés dans cette liste-là, le produit ne peut pas être estampillé SPF 15, SPF 30, etc. C'est le cas notamment des produits que Olution a sortis l'année dernière. Ils ont sorti 2 produits solaires, une huile pour le visage et un baume pour le corps. Ils les ont fait tester en laboratoire pour s'assurer que cette huile correspond à un SPF 15 et que ce baume correspond à un SPF 30, mais ils peuvent pas avoir, c'est la loi, ils peuvent pas avoir écrit quel SPF il y a sur le produit. Donc cette solution-là de Olution, elle est vraiment intéressante parce qu'encore une fois, on est là sur des formulations qui sont 100% naturelles. De toute façon, c'est le fer de lance de Olution, c'est que tous les produits, y compris make-up, tout, on est sur des compos 100% naturels.
Donc peut-être que l'inconvénient en fait de ce filtre végétal, c'est que il n'y a pas beaucoup d'expérimentation qui porte dessus, pas beaucoup d'études, pas beaucoup de recul. Donc moi, ce que je vous suggérerais, c'est d'utiliser ces produits-là pour une utilisation quotidienne, c'est-à-dire voilà, quand il fait beau, bah, il faut de toute façon protéger sa peau du soleil, mais sans forcément rester longtemps au soleil. Et par contre, si voilà, vous vous engagez pour une journée à la plage ou pour une journée rando, moi je vais plutôt aller vers des filtres qui ont du recul en fait, pour lesquels on a des années et des années d'expérimentation, et donc plutôt aller vers des filtres minéraux. Mais en tout cas voilà, cette huile Hello Sunshine SPF 15, dès que les beaux jours arrivent, donc depuis le début du printemps en fait, je l'utilise sur mon visage. C'est chouette parce que du coup c'est une huile 100% végétale, donc il n'y a pas cet effet blanc qu'impliquent les filtres minéraux. C'est très agréable parce que c'est une huile, et en plus de ça, elle est orangée, donc ça vous donne direct bonne mine en fait, comme si il doit y avoir un petit peu, je suppose, de carottes, je ne sais quoi, vous voyez, c'est orangé comme ça. Donc évidemment ça se fond bien à la peau, mais ça donne un petit reflet orangé et qui confère un petit côté bonne mine. Donc voilà pour la solution 100% végétale, donc 100% naturelle. Je vous mettrai, tiens d'ailleurs, un live que j'avais organisé il y a l'année dernière, l'été dernier, avec la fondatrice de Evolution qui nous parlait de ces produits. Je pense que c'est intéressant d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Sinon du coup, quand je sais que je vais passer beaucoup de temps au soleil, je vais donc, comme je vous l'ai dit, plutôt favoriser des filtres minéraux. Pour le visage, depuis 2 étés consécutifs, j'utilise la crème teintée des laboratoires de Biarritz. Elle est SPF 30, et en fait ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est teintée. Donc ça contrebalance, vous savez, ce côté blanc que les filtres minéraux peuvent avoir. Comme elle est teintée, en fait c'est un peu comme si vous étaliez sur le visage de la CC crème, ou voire même du fond de teint. Donc en plus de ça, ça joue le rôle d'unifier le visage, de donner un petit côté bronzé. Et pour le corps, j'utilise le lait solaire SPF 30, toujours des laboratoires de Biarritz. C'est un petit peu la marque vers laquelle je me dirige quand je cherche un filtre minéral. Je ne suis jamais déçue, j'aime beaucoup leurs produits et ils me suivent depuis des années, donc je ne vois pas pourquoi je leur ferais des infidélités. Je me demande d'ailleurs si ils n'ont pas sorti un SPF 50 teinté comme ça. Faudrait voir, mais je me demande si j'ai pas vu passer ça. Et pour le SPF 50, j'ai ce petit format de chez Madara que je trouve bien pratique. Attendez, j'essaye d'ouvrir cette chose, punaise. C'est sous forme de stick, comme ça, donc vous pouvez monter, vous avez la petite molette comme ça. C'est teinté, ça aussi. Et en fait c'est ultra pratique puisque vous avez ce SPF 50 sous format solide, donc ça rentre dans le sac de rando par exemple, voire dans la poche s'il faut. Et donc en fait vous vous tartinez un petit peu comme ça vite fait, et puis ensuite vous venez terminer avec les doigts un petit peu pour bien répartir. Encore une fois c'est teinté, donc ça permet d'éviter le côté blanc, ça permet même d'unifier un petit peu le visage aussi. Voilà en tout cas pour les produits solaires que j'utilise. J'aurais essayé d'être rapide, de vous faire un petit mémo pour chaque truc, mais bon, comme d'habitude, je parle beaucoup trop. Je ne sais pas combien de temps ce vlog va durer, mais si je vous tiens un quart d'heure pour chaque sujet, on va pas s'en sortir. Et comme d'hab, j'essaie de vous mettre tous les liens en barre d'infos, mais là, il est l'heure d'aller manger. Petit repas du soir, on s'est fait des œufs brouillés avec les œufs des grands-parents de David, avec du curry, un petit peu de coco, des oignons. Ça c'est des betteraves lacto-fermentées et une petite tartine, enfin une grosse tartine, avec un avocat du Portugal, un petit peu de fleur de sel qu'on avait ramené de Noirmoutier quand on était passé pour la Vélodyssée. On était reparti avec un petit pot qu'on avait acheté directement chez le paludier, et quelques graines de cumin, il n'y a rien de meilleur. Avocat, fleur de sel, cumin, vous essaierez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour le petit repas du soir. Nous sommes vendredi et le père de David est arrivé hier, puis il vient passer quelques jours ici dans la maison, puisque vous savez qu'on est ici dans la maison des parents de David au Portugal. Il a ramené quelques colis que j'avais reçus là-bas, et il en a aussi profité pour amener l'autre partie des livres sur le yoga. J'avais pas pu tout amener, vous vous doutez bien, ça pèse très lourd, donc je vais pouvoir vous montrer ça tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais faire une expérience sous vos yeux ébahis, puisque Cut by Fred m'a envoyé des petits produits à essayer. Il y a vraiment un truc que j'ai envie de tester. C'est cette chose, ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Le Vegan Wake Up Curl Day 2. En fait, c'est une sorte de liquide qu'il faut mettre sur cheveux mouillés, il me semble, hein, c'est ça qu'ils expliquent.
Découvrez tous les conseils de Cut by Fred pour de belles boucles bien définies. Donc ça c'est le fameux pchit de Cut by Fred. En fait ça sert à mouiller ses cheveux, à pas avoir à remettre sa tête dans la douche ou dans la baignoire pour se mouiller les cheveux pour redéfinir ses boucles. C'est pas mal parce que moi j'ai toujours essayé de me faire ce genre de truc en réutilisant, vous savez, les vieilles bouteilles d'eau florale, sauf que c'est pas du tout fait pour ça, ça diffuse quelques petites gouttes mollement. Donc vous imaginez que pour humidifier tous ces cheveux, c'est pas terrible. Donc écoutez, on va voir si ça c'est mieux. Donc ça, d'accord. Et donc ensuite, parce qu'ils disent, vaporiser sur l'ensemble de vos cheveux, appliquer la Curl Cream ou le Wake Up Curl Day 2. Et en fait, j'ai les deux. La Vegan Curl Cream et le Vegan Wake Up Day 2, ok. Donc il faut choisir, et donc ça va permettre en fait de redéfinir les boucles, vous savez, les jours suivant le shampoing. Moi, vous avez compris que du coup, je ne me lave pas les cheveux très souvent. Non mais j'essaye quand même une fois par semaine, hein. C'est juste que voilà, quand on est en van, c'est un petit peu moins fréquent. Allez, on va tester cette chose. Est-ce que vous allez arriver à voir? Oui, c'est pas mal. Je filme toujours dans des conditions invraisemblables. Hop, allez, testons. Oh punaise, c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant le jet que ça fait. Est-ce qu'on va réussir à voir là? Attendez. Regardez-moi ça. Punaise, c'est impressionnant. Ça a vachement... Il y a vachement de pression. Ok, bon, c'est pas mal, franchement, ce truc est pas mal. Ensuite, je vais mettre ça, je pense, le Vegan Wake Up Curl Day 2. Je vais en pchiter un peu partout, je pense. Ok. Et je vais scruncher. Bon, bah c'est pas mal, je trouve. Ça fait des petites boucles, ça redéfinit bien. Bon là, ils sont pas encore tout à fait secs, faudra voir ce que ça donne quand c'est sec. Mais ça a l'air pas mal. Bon allez, je vais vous montrer un petit peu les livres de yoga. Où est-ce que je pourrais vous poser? Où est-ce qu'on pourrait s'installer? Pour que je vous montre tout ça. Je lis 2 livres en même temps en ce moment, puisque il y a celui-ci, Yoga Perfectionnement, du docteur Ronald Steiner, donc qui est médecin, et Anna Trox, qui est professeure de yoga. Ce qui est vraiment intéressant avec ce bouquin, c'est que comme son nom l'indique, on est sur du perfectionnement, donc il y a pas mal d'explications sur certaines postures et des explications qui vont remonter sur les légendes qui vont tourner autour de cette posture, mais aussi il va y avoir tout un tas d'indications anatomiques pour pas se faire mal en fait, pour expliquer vraiment comment faire la posture correctement. Et ça, moi c'est vraiment quelque chose que je cherche puisque je fais du yoga depuis au moins 5 ans et je crois que j'ai fait 5 cours de yoga en présentiel dans ma vie. Donc je suis pas du tout encadrée en fait par un enseignant. J'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait 18 ans de danse avant, donc j'ai une connaissance de mon corps. Mais évidemment à la danse on fait pas des asanas, enfin voilà, on les tient pas non plus longtemps, etc. Donc il y a toujours moyen de se faire mal. C'est hyper intéressant en fait de connaître un petit peu l'anatomie, d'avoir des connaissances sur les ligaments, les os, comment est-ce que ça s'emboîte en fait au moment où on fait la posture et où sont les risques de blessures et comment les éviter. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et d'autant plus voilà quand on n'a pas l'encadrement d'un professeur qui est là pour nous protéger. C'est un truc que je regrette beaucoup d'ailleurs, de pas pouvoir faire du yoga avec un professeur, mais en fait on a une vie tellement nomade ces 5 dernières années que ça a jamais été vraiment possible finalement, mais là peut-être voilà qu'en s'installant au Portugal j'arriverai à trouver une salle, un professeur dont l'enseignement me plaît, et j'espère. Il y a aussi des bases au niveau des notions de philosophie qui tournent autour du yoga, etc. Ça c'est vraiment intéressant pour moi par exemple qui n'y connaissais pas grand chose. Et on revient aussi sur des exercices de pranayama, des explications sur les mudras, les bandhas, etc. Donc je trouve que c'est assez complet, et surtout pour quelqu'un qui débute un petit peu comme moi, enfin bon, même si encore une fois je ne débute pas, mais disons que je débute dans l'intérêt, et je le trouve vraiment très très chouette. Donc j'essaye de lire un petit peu tous les jours, 1 ou 2 postures, et puis ensuite de les appliquer évidemment sur le tapis, puisque il n'y a pas mieux que la mémoire du corps, vous le savez. En gros, tout ce que j'apprends là, de comment positionner mon genou, comment bien ouvrir la poitrine au moment où je fais ci, ça,
j'aurais beau le lire, ça ne s'intégrera pas en fait tant que je le ferai pas, tant que mon corps ne le fera pas. La mémoire du corps, c'est... Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo extraordinaire où il y a une ancienne danseuse étoile qui a Alzheimer, qui doit avoir plus de 90 ans, elle est sur son fauteuil, et elle se rappelle de rien, même pas du nom de ses enfants, et pourtant quand on lui fait écouter le lac des cygnes, hein, elle se met tout d'un coup à faire la gestuelle qu'elle faisait à l'époque où elle dansait le lac des cygnes. C'est magnifique. Voilà, donc on ne va pas s'en sortir, ce vlog va être vraiment trop long. Je lis en parallèle une lecture de Colette Poggi, qui est une des plus grandes philosophes et indianistes françaises, une lecture de la Bhagavad Gita, qui est un extrait du Mahabharata. Franchement, si vous n'avez aucune notion de tout ce qui est philosophie du yoga, vous êtes en train de vous dire waouh, Céline est partie dans des sphères stratosphériques. Pour réexpliquer un petit peu, le Mahabharata, c'est un petit peu comme l'Iliade et l'Odyssée hindoue. En gros, il y a vraiment beaucoup de similitudes, à savoir que c'est un roman épique qui était pendant des centaines et des centaines d'années récité à l'oral, et un jour, quelqu'un a décidé de mettre à l'écrit. Un petit peu comme le fameux Homère à l'époque, et de la même façon d'ailleurs, on ne sait pas si cette personne qui a mis à l'écrit a existé ou pas. C'est beaucoup plus dense que l'Iliade et l'Odyssée. C'est en vers aussi, mais on est vraiment sur des quantités énormes. Le Mahabharata, c'est immense. Et la Bhagavad Gita, c'est un épisode du Mahabharata qui se trouve à peu près au milieu de ce récit épique. Et on considère que c'est vraiment l'un des textes fondateurs du yoga, ou en tout cas qui transcrit vraiment bien l'âme et ce qu'il y a derrière la philosophie du yoga. Donc même en Inde, c'est un texte qui est très étudié, mais c'est un texte qui est compliqué, et surtout pour nous occidentaux qui n'avons pas toute la culture évidemment hindoue. On n'a pas toutes les grilles de lecture, on n'a pas toutes les images, on n'a pas tout ça, et ça rend la lecture qui est déjà dense, ça la rend encore plus difficile. Donc souvent ce qui est conseillé, c'est de lire des lectures de philosophes et indianisme, donc vraiment des gens qui ont passé la moitié de leur vie à se pencher sur ce genre de texte, et qui sont bien sympas de nous retranscrire à nous, pauvres mortels, un petit peu l'essence de ce qu'on peut retirer de ces textes-là. Et donc là, la lecture que Colette Poggi en fait, ça m'avait été beaucoup conseillé, et je peux vous dire, je me délecte. C'est un plaisir à lire, à recevoir les enseignements qu'on peut en tirer, c'est un bonheur. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai acheté ces bouquins d'occasion, la plupart sur Momox, d'autres sur Amazon, mais la partie occasion. Oui, j'ai prononcé le nom de l'entreprise à ne jamais prononcer, mais écoutez, c'est bien pratique quand on veut acheter d'occasion et que par exemple c'est pas sur Momox, ça permet de trouver les vendeurs de certains livres qui sont un petit peu plus rares. Et ce que j'adore avec le fait d'acheter les livres d'occasion, c'est que par exemple celui-ci donc, que je suis en train de lire, il y a des pages cornées, vous savez, sur certaines postures. Elle a corné, enfin il ou elle a corné des pages. Et je trouve ça trop chouette d'avoir une petite, je sais pas, un petit rappel de la personne à qui ça appartenait avant, et qui, certainement, elle aussi, au moment où elle a corné les pages, elle s'est dit « faut que j'y revienne à cette posture-là, je la maîtrise pas encore, allez, je réessaye ». Conseillée par une de mes meilleures copines qui s'appelle Lorelai, qui est prof de yoga à Lyon, elle conseillait deux lectures un petit peu de développement personnel autour du yoga, donc je ne peux pas vous en parler parce que vraiment je lui ai fait une confiance aveugle, j'ai acheté ces bouquins sans même savoir de quoi il parlait. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissez. Sadhguru, que je connais, qui est un gourou indien qui porte un petit peu, qui prêche un petit peu sa bonne parole. La transformation intérieure, un grand maître yogi nous enseigne l'art de la joie. Écoutez, l'art de la joie, c'est pas mal hein, si on le maîtrise, donc je vous dirai ça. Et ensuite, Arnaud Desjardins, les chemins de la sagesse. Grâce à ses voyages et ses rencontres de l'Afghanistan au Tibet, Arnaud Desjardins a en effet eu la chance de suivre les grands enseignements orientaux, et plus particulièrement la métaphysique hindoue. Il les transcrit ici de façon claire et pratique dans cet ouvrage qui accompagne nos premiers pas sur le chemin de l'accomplissement. Écoutez, on nous promet de nous accomplir et d'être joyeux, bon, que demande le peuple? Et ensuite, c'est plutôt deux bouquins à nouveau sur le perfectionnement des postures, histoire de pas faire n'importe quoi, mais cette fois-ci davantage orienté yoga ashtanga. Donc il y a celui-ci qu'on voit vraiment partout, qui est vraiment conseillé par beaucoup de monde. C'est marrant, je suis tombée sur cette posture-là. C'est celle que j'essaye de faire en ce moment.
Franchement, je pense que j'y suis pas loin du tout, il me manque juste une dose de confiance. Et ça, c'est incroyable de se rendre compte de ça, que en fait notre corps est capable de choses, et que juste parce que on a une barrière mentale qui nous dit bah attends ça va pas, je peux pas faire ça, je vais tomber en arrière. Parce que mine de rien c'est impressionnant, mais je vous assure que physiquement c'est pas ouf. Et bien en travaillant sur ma confiance en moi, sur le fait que en étant persévérante et confiante, et ben ça avance, franchement, de plus en plus, j'arrive à la faire. Et encore une fois, voilà, il y a les à ne pas faire, à faire, qui permettent, bah, encore une fois, hein, de pas se blesser, ce qui est quand même important quand on est tout seul chez soi. Et ensuite, mon petit trésor, franchement, que j'ai mis du temps à trouver, je pense que c'est celui-ci que j'ai trouvé sur Amazon d'occasion. C'est le Ashtanga Yoga The Practice Manual de, comment est-ce qu'il s'appelle, David Swenson. Et alors celui-là, vraiment, mais c'est une relique. Déjà, il fait un bruit. Et puis, en fait, ce qui est vraiment très drôle, c'est que on retrouve l'esprit de l'Ashtanga Yoga, qui est quand même un yoga assez strict, sérieux, sans fioriture, vraiment. On est vraiment dans la stricte lignée du positionnement bien fait. Et donc, en fait, le bouquin est tout en noir et blanc. Donc déjà, vous voyez pas de couleur, hein. C'est trop de distraction. Et encore une fois, voilà, on est sur du positionnement, du perfectionnement. Et à l'intérieur de ce bouquin, je vous ai montré, mais il y a des postures. Ouais, alors, on retombe sur celle-ci, c'est vraiment très drôle. C'était celle-ci que je vous montrais l'autre jour. Une sorte de posture finale de la tortue. Mais j'ai vu de ces postures, attendez un petit peu, que je vous montre ça. Il y en a une pire, qui paraît peut-être pas folle, mais franchement, quand on y réfléchit juste 2 secondes, on se dit comment est-ce possible que le corps prenne cet angle-là. Bon, c'est toujours pas celui-là, mais bon, ça vaut quand même le coup. mais non, mais seriously, mais c'est pas possible. Putain, je vois passer de ces trucs. Ça, mais regardez ça. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Voilà. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il sent le renfermé. Il sent vraiment le vieux livre. Franchement, je suis hyper heureuse de l'avoir, celui-ci. Vraiment, je suis hyper heureuse. Et voilà, on est sur des mises en page vraiment basiques, avec même les petits encadrements façon Word. Enfin, c'est... je l'adore, ce bouquin. Voilà pour mes premiers achats de livres autour du yoga. Alors pour tout vous avouer, j'ai une liste, un petit calepin sur lequel je note plein de références. Il y a vraiment plein de livres que j'ai encore envie de lire, d'en extraire le savoir, mais bon, vous l'aurez compris, je vais déjà m'occuper de ceux que j'ai là, et puis j'approfondirai par la suite, mais vraiment, en ce moment, j'ai envie de pousser les portes, quoi. Pousser les portes du yoga, mieux comprendre. Et j'ai oublié aussi de vous montrer celui-ci, Pranayama de André Van Lisbeth. C'est un bouquin qui rentre plus en détail sur le pranayama, comme son nom l'indique. C'est un des piliers du yoga, hein. Le pranayama, c'est tout ce qui tourne autour du souffle. Donc j'ai vraiment hâte de plonger dedans, de découvrir un petit peu tout ça. J'ai hâte. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais terminer ce vlog là, puisque déjà nous sommes vendredi, et comme d'habitude il me faut un petit peu de temps quand même avant de monter le vlog et de vous le sortir dimanche. Mais en plus de ça, il est déjà beaucoup trop long, j'en suis sûre, je vais m'arracher les cheveux pour réussir à rester en dessous de 40 minutes, ce qui est en général mon objectif. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.